Merci d'être là pour cet exercice annuel. Voilà. Un exercice auquel vous êtes rompu. Moi aussi, je dois en convenir. C'est pour ça que j'essaierai cette année de lui donner encore plus de sens que les années précédentes, parce que tout simplement, le temps s'écoulant, il est plus facile de montrer à la fois le contenu de ce qui a été fait, le sens de ce qui a été fait et la perspective. Il est évident que la première année de présentation du budget, je n'aurais pas été en mesure d'accomplir l'exercice tel que je l'ai conçu aujourd'hui. Donc je vais vous présenter le budget du ministère de la Justice pour cette année 2016. C'est un budget que je vais présenter au Parlement donc, au mois d'octobre et de novembre. Ce budget reste un budget prioritaire. Le président de la République l'a répété, le Premier ministre également. Et c'est un des quelques budgets qui connaît une hausse encore cette année, puisque nous allons franchir la barre symbolique des 8 milliards d'euros. Notre budget va atteindre 8 milliards 43 millions d'euros. Ce budget augmente donc de 1,3%. Il poursuit donc cette consolidation de façon à moderniser et à renforcer l'institution judiciaire. Vous savez, je vous l'ai dit dès la première année que nous allions faire un effort soutenu pour la création d'emplois et que dans les discussions budgétaires, pour ma part, il y a deux axes importants. Il y a évidemment la masse budgétaire globale, donc veiller à ce que ce budget soit constamment en progression, mais au-delà même de la masse budgétaire, le renforcement de l'institution par l'augmentation de ses effectifs. Donc nous allons encore cette année créer des emplois. Nous allons sur l'année qui vient créer 1024 emplois. Nous avions prévu, lorsque je vous ai présenté le budget 2015, je vous ai indiqué, je vous donne toujours les chiffres sur le triennal, vous vous souvenez. Donc sur le budget, en présentation du budget 2015, je vous avais indiqué que pour le triennal, nous allions créer 1834 emplois. En réalité, compte tenu du plan de lutte contre le terrorisme, nous avons obtenu un renfort en effectif, renfort valable aussi bien pour les juridictions, c'est-à-dire magistrats, greffiers, assistants spécialisés et assistants de justice, que pour l'administration pénitentiaire, personnel de surveillance et autres personnels, tels que des informaticiens, des analystes veilleurs, des traducteurs, interprètes, etc., et pour la protection judiciaire de la jeunesse. Et en réalité, sur le triennal, grâce à ce renfort, nous allons atteindre pratiquement 3000 créations d'emplois, puisque nous allons créer 2947 postes nouveaux sur le triennal 2015, 2016, 2017. C'est donc un budget prioritaire. Ça se traduit à la fois par la masse budgétaire, mais également par ces efforts en matière de création d'emplois, puisque vous savez que d'une façon globale, les effectifs de la fonction publique vont demeurer stables, ce qui veut dire que lorsque des ministères comme le mien peuvent créer des emplois, d'autres ministères sont obligés de faire des efforts. Je veux le dire parce que je crois à l'unité de l'État, je crois à la solidarité interne à la puissance publique et par conséquent, je veux souligner le fait que les efforts qui sont faits dans ce ministère de la Justice sont faits quand même au prix d'efforts d'une autre nature demandés à d'autres ministères. Avant de vous dire les priorités qui seront inscrites et le sens en fait des choix que j'ai fait pour le budget 2016 et donc pour le triennal, c'est-à-dire la consolidation de ce qui a été fait en 2015 et les années avant, ainsi que ce qui sera poursuivi en 2017, j'admets, même moi j'ai chaud. Ce qui est quand même exceptionnel. Moi, c'est à partir de 32 degrés que je commence à avoir chaud. Donc, je veux peut-être faire un rapide état des lieux. C'est ce qui aidera à comprendre le sens des choix qui ont été faits et qui se poursuivent. Tout simplement parce que ça fait maintenant 40 mois que je suis à la tête de ce ministère, en tout cas que j'ai ce ministère sous ma responsabilité. 40 mois, ça fait quand même 2/3 d'un quinquennat. Ça fait un temps suffisant pour établir un état des lieux, en réalité un temps suffisant pour examiner les résultats et comparer ces résultats par rapport aux objectifs qu'on s'était assignés, en tout cas que j'avais assignés aux politiques publiques que j'ai définies dans ce ministère. Il y avait un certain nombre d'axes très précis qui ont été énoncés et que je vais décliner. D'abord, l'accès au droit. Nous
nous avons des engagements, c'est le sens notamment des grands engagements des membres de ce gouvernement, la lutte contre les inégalités et les injustices. L'accès au droit est un instrument, est un outil important pour lutter contre les injustices et les inégalités. Cette politique d'accès au droit s'est traduite d'abord par un acte important, la suppression du timbre de 35 €, qui constituait une entrave à l'accès aux juges et à la justice. Et nous avions constaté dans un certain nombre de ressorts qu'il y avait une baisse du recours à la justice qui variait de 3 à 10%. Donc ce timbre de 35 € a bien éloigné de la justice un certain nombre de personnes qui en avaient besoin. Donc nous avons supprimé ce timbre de 35 €. Cette suppression a représenté une perte de recettes de 60 millions d'euros. Nous avons dû combler donc cette recette de 60 millions d'euros dans le budget de l'aide juridictionnelle. Ensuite, nous avons rapproché accès au droit, rapproché la justice des citoyens et notamment corrigé les effets de désert judiciaire qui avaient été créés par la carte judiciaire de 2008. C'est ainsi que nous avons réimplanté 3 tribunaux de grande instance, que nous avons créé 6 chambres détachées et nous avons créé aussi 6 maisons de la justice et du droit. Je dois préciser, pour ce qui concerne les maisons de la justice et du droit, qu'elles existent depuis pratiquement une vingtaine d'années, plus d'une vingtaine d'années maintenant, mais que ces dernières années, il y a eu ce qu'on a appelé d'ailleurs les nouvelles maisons de la justice et du droit, qui ont été, pour certaines de ces maisons, en fait, des palliatifs à la fermeture de tribunaux d'instance. Parce que dans le cadre de la carte de 2008, le gouvernement précédent avait, parce qu'il a créé des déserts judiciaires, il a essayé de combler lui-même en ouvrant des maisons de la justice et du droit. Sauf que ces maisons de la justice et du droit ont été ouvertes avec seulement du personnel de collectivité territoriale. Donc, je rappelle quand même, la réforme de 2008, elle a conduit à la fermeture de 71 tribunaux de grande instance, non, 21 tribunaux de grande instance, 21 TGI, 178 tribunaux d'instance, 62 conseils des prud'hommes et 55 tribunaux de commerce. Si je me suis trompée dans les chiffres, nous allons corriger tout à l'heure. Donc voilà, c'est quand même ce qui s'est passé. Et dans certains endroits, les tribunaux d'instance ont été remplacés par des maisons de la justice et du droit, sauf que ces maisons fonctionnaient seulement avec des personnels de collectivité. Or, les maisons de la justice et du droit sont des sites judiciaires inscrits au Code de l'organisation judiciaire. Et pour qu'ils soient des sites judiciaires réellement, il faut qu'il y ait du personnel judiciaire qualifié. Donc, j'ai créé des postes de greffiers pour les affecter dans les maisons de justice et du droit. Et les maisons que nous créons sont des maisons qui accueillent également des greffiers, donc ce sont de vrais sites judiciaires. C'est donc une façon de rapprocher la justice du citoyen, de combler les déserts judiciaires, et nous avons ainsi réimplanté des sites judiciaires dans une quinzaine de territoires déjà. Je rappelle que le Conseil d'État avait examiné la carte judiciaire et il s'était interrogé sur 8 territoires. Donc, nous avons tenu compte des observations du Conseil d'État, mais nous sommes allés plus loin et nous avons regardé d'autres territoires qui avaient été désertifiés. Et je vous dirai tout à l'heure, en vous présentant les grandes orientations du budget de 2016, je vous dirai comment nous allons encore plus loin que l'implantation de ces tribunaux de grande instance, ces chambres détachées, ainsi que ces maisons de la justice et du droit. Pour rapprocher toujours, nous avons lancé une expérimentation qui sera généralisée dans le projet de loi de justice du XXIe siècle. Cette expérimentation, c'est le SAUJ, c'est le service d'accueil unique du justiciable. C'est une porte d'entrée unique, à la fois pour l'information, pour l'orientation, mais également pour l'introduction de procédures et pour donc de requêtes et pour le suivi des procédures. Ces services d'accueil unique du justiciable donc sont expérimentés dans plusieurs juridictions. Je dois vous dire que ça marche du feu de Dieu. Je suis très très heureuse nous les avons évalués. Je suis très heureuse de les généraliser dans le projet de loi J21. Toujours pour améliorer l'accès au droit et faciliter donc pour les justiciables les plus vulnérables, ceux qui ont vraiment besoin du soutien de l'État, nous allons introduire, mais ça ce sera dans la partie budget 2016 et projet de loi J21, nous allons introduire des méthodes et des formes de conciliation et de médiation plus systématiques, plus généralisées, plus harmonisées, mieux contrôlées avec des règles déontologiques. Mais nous introduisons également dans les procédures une facilitation pour accéder
au droit, une plus grande accessibilité de la justice. Ce sera notamment par les dispositions concernant l'action de groupe que nous introduisons dans le projet de loi J21. Et puis, vous savez que nous avons lancé un site Stop Discrimination, accompagné d'une campagne de sensibilisation qui facilitera le recours à la justice pour les personnes qui sont victimes de ce qu'on appelle les préjudices sériels. Ça, c'était vraiment pour l'accès au droit. Ensuite, grande orientation que je me suis fixée depuis le début et que nous avons poursuivi ces 3 dernières années, l'aide aux victimes, la politique d'aide aux victimes. Lorsque nous sommes arrivés, le budget d'aide aux victimes était de 10 millions d'euros. Il n'avait cessé de baisser sur les 3 dernières années du précédent quinquennat. J'ai décidé immédiatement de le relever de 26%. Et c'est un effort que j'ai poursuivi sur les années suivantes, à telle enseigne que pour 2016, nous allons atteindre un doublement du budget de l'aide aux victimes. Nous allons atteindre donc 20 millions d'euros consacrés à la politique d'aide aux victimes. Cela correspond à une augmentation de 18% par rapport à cette année 2015. Pour les victimes, nous avons généralisé les bureaux d'aide aux victimes dans les tribunaux de grande instance, puisque j'ai décidé d'en installer un dans chaque tribunal de grande instance. À notre arrivée, il y avait 50 bureaux d'aide aux victimes qui avaient été créés sur les 3 dernières années du précédent quinquennat. Nous en avons créé, j'en ai fait créer une centaine sur l'année 2013, et nous avons poursuivi l'effort, et d'ici au semestre qui arrive, nous aurons équipé les 167 tribunaux de grande instance d'un bureau d'aide aux victimes. J'ai ralenti le rythme pour procéder à une évaluation, parce que ça a été une installation massive, on crée une centaine de bureaux en une seule année, ça a été massif. J'ai voulu m'assurer que nous créions des structures efficaces et performantes. Donc j'ai envoyé l'inspection pour un audit et il nous a fallu donc réajuster. Nous étions partis sur des bureaux d'aide aux victimes un peu formatés, et nous les avons ajustés par rapport à la fois aux tribunaux, au ressort, au type de besoins qui s'expriment selon les typologies de délinquance et les besoins des victimes. Toujours dans le cadre de cette politique d'aide aux victimes, nous avons mis en place une politique de suivi individualisé des victimes. Ce suivi individualisé, pluridisciplinaire et généralisé dans la loi du 17 août 2015. C'est donc dorénavant une forme de prise en charge qui va concerner l'ensemble des victimes. Vous savez que j'ai décidé l'année dernière de généraliser le téléphone grand danger pour les victimes particulières que constituent les femmes victimes de violences. Donc c'est un effort qui va se poursuivre sur cette année également. Sur les victimes du terrorisme aussi, nous avons mis en place des politiques de prise en charge particulières et nous allons créer cette année un réseau avec évidemment dans notre partenariat avec les associations qui sont conventionnées avec le ministère de la Justice, nous allons créer un réseau de référents de façon à ce que l'accompagnement et la prise en charge et l'accompagnement de ces victimes se fassent de la façon la plus fluide possible. Nous avons dans la réforme pénale, ce qu'on appelle la réforme pénale et qui est la loi d'individualisation des peines et de renforcement de l'efficacité des sanctions pénales. Dans ce texte de loi, nous avons renforcé les droits des victimes. Nous les avons étendus à la période d'exécution de la peine et nous avons amélioré également les conditions de réparation, et notamment de réparation pécuniaire de la part des auteurs d'actes vis-à-vis des victimes. Nous avons également créé la justice restaurative dans cette même loi du 14 août 2014, qui est un cadre dans lequel on organise les rencontres entre victimes et auteurs, soit des rencontres indirectes sur la base des mêmes actes, soit des rencontres directes sur la base du même acte. Et c'est un dispositif qui a donné d'excellents résultats dans un certain nombre de pays, aussi bien les pays scandinaves qu'au Canada, par exemple, et qui permet à la victime, notamment, d'entrer plus facilement en résilience et qui améliore également l'aptitude des auteurs à entrer en désistance, c'est-à-dire à s'éloigner de la délinquance, d'abord à prendre conscience des effets sur la victime, des préjudices infligés à la victime et à sortir de la délinquance. Donc je vous ai parlé de l'accès au droit, je vous ai parlé de la politique d'aide aux victimes. Il y a une politique aussi de modernisation et de pérennisation des efforts pour moderniser l'institution judiciaire. Cette politique s'est traduite par une politique de recrutement, donc de promotion pour l'École nationale de la magistrature, très très importante. Cette année d'ailleurs, nous allons atteindre un chiffre inégalé historiquement, puisque nous aurons une promotion de 360 auditeurs de justice.
Nous sommes payés de nos efforts puisque pour la première fois cette année, nous avons plus d'arrivées dans les juridictions que de départs. C'est-à-dire que sur les 1400 départs à la retraite prévus sur le quinquennat, les promotions qui étaient faites sous l'ancien quinquennat ne permettaient pas de couvrir ces départs à la retraite, mais c'était un choix, hein, c'était un choix politique qui était fait par le gouvernement du précédent quinquennat. C'était la RGPP, je ne sais plus ce que ça veut dire. Bon, alors voilà. En tout cas, c'est mort et c'est bien mort, ça. Donc, c'était une politique. Donc, il n'était pas prévu de remplacer les 1400 départs à la retraite, de sorte que les promotions qui étaient ouvertes variaient entre 80 et 110 auditeurs de justice. Or, ne serait-ce que pour couvrir les départs à la retraite, il aurait fallu des promotions de 300 sur l'ancien quinquennat chaque année. Nous ouvrons pratiquement cela depuis le début et cette année, donc, nous allons ouvrir une promotion de 360 auditeurs de justice. Nous sommes payés de nos efforts, je le disais, puisque cette année, pour la première fois, nous avons un excédent d'arrivée par rapport au départ, c'est-à-dire que non seulement nous comblons les départs à la retraite, mais en plus, nous commençons à augmenter les effectifs de la magistrature. 480 magistrats sont donc arrivés en juridiction cette année et 1 millier de greffiers. Normalement, je regarde, mais je crois que c'est à peu près 1 millier de greffiers qui sont arrivés également cette année. Donc, nous sommes payés de nos efforts. Effort de promotion pour l'École nationale de la magistrature, effort de promotion pour l'École nationale des greffes. Moderniser la justice, c'est aussi changer les méthodes de travail. Donc, nous avons expérimenté, comme nous avons expérimenté le SAUJ, nous expérimentons le GAM, qui est le greffier assistant de magistrat. Ça aussi, ça marche du feu de Dieu. Donc, nous évaluons et nous généralisons dans le projet de loi J21. Hier ou avant-hier, je ne sais plus, j'étais à Lorient. J'ai eu une nouvelle demande, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais prévu une dizaine d'expérimentations. Nous en sommes déjà à une soixantaine. Et il y a 2 jours, j'ai lancé une nouvelle vague d'expérimentation. Ce qui veut dire que nous aurons fait la preuve, grâce au dynamisme des juridictions, nous aurons fait la preuve de l'efficacité de ces dispositifs que nous généralisons dans le projet de loi J21. Donc, il y a ce greffier assistant de magistrat, il y a des conseils de juridiction qui sont instaurés dans des juridictions et qui permettent à la fois un travail de coordination avec tous les opérateurs de la justice, donc magistrats, greffiers, mais également protection judiciaire de la jeunesse, administration pénitentiaire, avec les auxiliaires de justice, c'est-à-dire principalement les avocats, mais aussi les huissiers et les notaires, et avec les élus locaux, parce que ça permet de travailler ensemble sur les besoins des territoires, de les définir, de faire remonter les besoins, et puis de travailler sur ces politiques transversales que sont la politique d'aide aux victimes ou de la prévention de la délinquance. Ce que nous faisons, nous avons enfin plusieurs juridictions qui expérimentent déjà les conventions avec les universités, ce qui permet de faire un travail au fil de l'eau sur la jurisprudence et donc de mieux maîtriser la jurisprudence et donc de mettre à la disposition des juridictions une connaissance des décisions prises selon les types de contentieux qui permettra à la fois de mieux éclairer et d'une certaine façon d'assister les magistrats dans leurs décisions, mais aussi par effet d'harmoniser les décisions de justice sur l'ensemble du territoire, donc de répondre à cette exigence de la justice égale pour tous, quel que soit le lieu où on se trouve. Pour ce qui, alors, je parlais des magistrats, des recrutements de magistrats, de greffiers, des recrutements de ceux qui accompagnent les assistants. Il faut que je parle également des recrutements dans l'administration pénitentiaire, parce que nous en avons fait de façon à ce que la prison accomplisse bien son rôle d'exécution de la peine pour la réinsertion, et à la protection judiciaire de la jeunesse, qui, vous vous en souvenez, avait perdu 632 emplois en 3 ans sous l'ancien quinquennat et que nous avons décidé non pas de rétablir en tant que tel parce que nous avons réorganisé la PJJ, que nous avons redéfini ses missions, mais en tout cas nous avons déjà créé 311 emplois à la protection judiciaire de la jeunesse. Nous allons en créer 60 encore cette année, une cinquantaine à nouveau l'année prochaine, et vous savez que le projet de loi sur la justice juvénile, la justice des enfants et des adolescents, ce projet de loi permettra d'améliorer à la fois les procédures, de leur donner plus de célérité, plus d'efficacité, donc de moderniser cette justice de façon à ce qu'elle demeure spécialisée comme elle est prévue dans ses principes et dans l'histoire et la tradition de la France depuis 1912. Et elle sera plus efficace parce que nous revoyons les procédures pour les rendre plus
plus efficiente, plus lisible, plus continue aussi pour leur mise en œuvre aussi bien par les magistrats que par les éducateurs. Nous avons, par la réforme pénale, pour parler vite, par la réforme pénale également, redéfini le sens de la peine et veillé à l'efficacité des sanctions pénales. Nous l'avons fait avec la réforme pénale qui s'applique depuis août 2014, depuis octobre 2014 pour certaines dispositions, depuis janvier 2015 pour d'autres dispositions. Et bien entendu, dans le budget de cette année, nous allons conforter la mise en œuvre de cette réforme pénale, c'est-à-dire que les choix d'effectifs et d'orientation qui seront faits veilleront à l'efficacité de cette réforme pénale. Pour l'administration pénitentiaire, nous avons fait des recrutements, nous avons revu le statut, nous avons amélioré le statut des personnels de surveillance, comme nous avons fait d'ailleurs, je reviens au judiciaire, une réforme sur le statut des greffiers. Le statut des greffiers n'avait pas bougé depuis 2003. Non seulement c'était leur faire justice d'une part, mais d'autre part c'était créer les conditions pour l'efficacité de cette modernisation dont je parlais notamment, et notamment de l'évolution du métier de greffier, y compris le greffier qui est assistant du magistrat pour l'expérimentation GAM dont je parlais tout à l'heure. Nous avons toujours proclamé que nous étions soucieux de l'indépendance de la justice. Nous l'avons traduit par la loi du 25 juillet 2013 qui interdit aux gardes des Sceaux d'intervenir dans les procédures individuelles. Et nous l'avons traduit aussi par le projet de loi constitutionnelle sur la réforme sur le Conseil supérieur de la magistrature. Il s'agit d'un projet de loi constitutionnel. Par conséquent, il nous faut 3/5 des voix du Parlement, ce que nous n'avons pas encore obtenu. Mais ce texte revient à l'Assemblée puisqu'il était sorti du Sénat. Et nous espérons que les débats parlementaires permettront de calibrer un texte de nature à permettre 3/5 des votes, de façon à ce que cette indépendance de la magistrature que tout le monde proclame vouloir, mis à part quelques exceptions, soit possible, même si nous avions l'ambition d'une grande réforme. Nous avons compris qu'il est très très difficile d'avoir 3/5 des voix sur cette grande réforme, donc nous allons veiller quand même à inscrire les fondamentaux de l'indépendance dans la Constitution. Donc nous espérons que ce texte de loi pourra poursuivre son chemin. Nous avons eu à mettre en place 2 plans de lutte contre le terrorisme. Un premier plan d'avril 2014, qui était un plan interministériel qui concernait le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur et le ministère des Affaires étrangères. Vous savez que c'est ce plan qui a permis de créer notamment la plateforme d'appel et de signalement, qui est déclinée au niveau départemental. Et pas seulement, tout un travail de coordination à travers des circulaires conjointes signées par le ministre de l'Intérieur et moi-même. Et puis, bien entendu, nous avons eu le plan de janvier 2015, et ce plan de janvier 2015, il est constitué d'effectifs importants pour les juridictions, pour la protection judiciaire de la jeunesse, ainsi que pour l'administration pénitentiaire. Des effectifs, mais également une organisation différente, le renforcement du renseignement pénitentiaire que j'avais déjà commencé, puisque en 2012, lorsque nous sommes arrivés, ce bureau était composé de 70 agents. Le bureau à l'administration est plus le réseau de 70 agents. Ils sont 155 cette année, ils seront 189 l'année prochaine. Mais nous avons défini, bien entendu, les missions de ce renseignement pénitentiaire. Nous créons une cellule de veille, nous avons créé une cellule de veille permanente, où nous sommes en train de créer la cellule de veille permanente. Nous recrutons des informaticiens, des analystes, veilleurs, des traducteurs, interprètes, de façon à être en mesure de réagir très vite et efficacement face à la radicalisation. Nous avons, vous connaissez, l'expérimentation dans un établissement de double séparation, de séparation par rapport à la population pénale et de séparation entre eux, puisque nous les mettons en cellules individuelles. Nous avons développé des partenariats, ce que nous avons commencé depuis début 2014, des partenariats avec des universités ou des établissements universitaires, instituts de hautes études, qui interviennent dans des formations que nous avons lancées depuis 2014, des formations à l'intention des personnels pénitentiaires, mais également des aumôniers,
Et ce sont des formations donc, qui ont eu lieu et qui s'intensifient cette année. Nous avons mis en place un réseau d'éducateurs référents. Nous avons créé une mission nationale de veille, la PJJ est là, une mission, oui, nationale de veille et un réseau d'éducateurs, de psychologues et de éducateurs, psychologues. Troisième série, c'est les référents laïcité, citoyenneté. Voilà, donc toutes ces orientations seront consolidées. Le budget vise à consolider ces priorités qui sont déjà mises en œuvre et que nous allons développer. Donc, ce que je vous ai dit sur l'accès aux droits, ce que je vous ai dit sur la politique d'aide aux victimes. Sur la politique d'aide aux victimes, donc, nous allons continuer à accompagner de façon de plus en plus spécialisée, parce que c'est individualisé, que c'est pluridisciplinaire et c'est organisé en réseau de référence sur l'ensemble du territoire. Nous allons accompagner les victimes généralistes, comme on dit, et puis les victimes spécialistes, comme on dit, en fait, aussi bien les victimes de toutes les formes de délinquance ou de criminalité, mais également les victimes des infractions particulières telles que les violences conjugales, les violences faites aux femmes, la plupart du temps, et ainsi que les victimes de la sécurité routière avec un accompagnement spécifique par rapport au type de préjudice subi et par rapport au type de traumatisme ressenti par ces victimes. Sur les effectifs, donc aussi bien pour la réforme pénale, pour le maintien de la réforme pénale que pour J21, nous renforçons donc les effectifs de magistrats et de greffiers pour la généralisation de ces services d'accueil unique ou de ces équipes de greffiers assistants du magistrat, les effectifs pour la protection judiciaire de la jeunesse pour que cette administration, cette direction soit de plus en plus efficace. Nous mettons en place un plan de formation, notamment dans le cadre de la lutte contre la radicalisation, que nous avons généralisé non seulement à la totalité du personnel de la protection judiciaire de la jeunesse, mais également à la totalité du personnel du service associatif habilité parce qu'il intervient d'une façon importante dans la prise en charge des enfants et des adolescents confiés à la PJJ. Et des programmes de formation pour l'ensemble des personnels de l'administration pénitentiaire. Ce sont des formations qui ont déjà lieu aussi bien en formation initiale qu'en formation continue, assurées par l'École nationale de l'administration pénitentiaire, avec des partenariats avec l'École des hautes études de EHEP, École des hautes études publiques, l'École de la sécurité de la justice, la préfecture de police. Enfin bon, nous avons des intervenants de nature et de qualité diverses et nous travaillons en partenariat bien entendu avec les pays européens qui sont confrontés aux mêmes difficultés et nous fluidifions la circulation des informations notamment sur les antécédents judiciaires. Voilà donc le budget et les orientations que ce budget est appelé à servir.